Bonjour à tous, petite vidéo absolument pas prévue, donc ne tenez pas compte des éventuelles irrégularités. L'objectif, puisque je suis aujourd'hui encore une fois accompagné de mon acolyte Ismaël, ça va être de faire un point sur ce qui s'est passé durant le dernier tournoi webcam organisé par PPG, donc en date du samedi 27. On voudrait faire plusieurs petites choses dessus, c'est-à-dire faire un récap de ce qui a pu top, également parler peut-être plus en détail des decklists. Moi, dans un premier temps, je tenais à féliciter le gagnant, hein, Monsieur Marc Beaugrand, qui a emmené Dark Broly jusqu'au bout. Voilà, ça c'est un peu la première chose. Il faut savoir que moi, de mon côté, je n'ai regardé que les premières rondes. Je crois que je me suis arrêté à la cinquième ronde, donc juste avant le top cut, puisque j'ai trouvé qu'il y avait un niveau qui n'était pas spécialement très élevé, donc je me suis pas mal ennuyé. J'étais fatigué de ma semaine, donc du coup j'ai préféré aller me coucher avant que le top débute. Ismaël, par contre, qui est avec moi, lui a été jusqu'au bout, donc il a regardé l'intégralité des matchs. Moi, dans un premier temps, je voulais un peu que tu me donnes ton ressenti. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce tournoi? Ah, déjà, bonjour à tous. Sur un Marc, il est allé pour gagner. Il a gagné. Faut toujours féliciter quelqu'un qui réussit ses objectifs. Bien sûr, surtout quand c'est un de chez Euh, nous. oui. Bah, ça arrive souvent que les gens de chez nous, quand ils finissent deuxième, c'est que le premier a triché. Donc, C'est un peu ça, ouais. voilà. Ou même quand ils trichent, ils arrivent Euh, quand même premier, mais ça c'est pareil. Comme tu l'as dit, par contre, en vrai, je crois que c'était le cinquième. Donc petit à petit, il y a eu un gros le tournoi et globalement le niveau de joueur a régressé. Ouais, ça s'en est Après, clairement senti, hein, clairement. si on s'est senti de faire le tour d'un petit récap, c'est parce que ça apportait vraiment quelques indicateurs de l'évolution de la méta. Tout à fait. Une confirmation, notamment, hein, le fait que le deck King Piccolo s'installe et va s'installer durablement dans la méta des prochaines semaines, voire des prochains mois. Je dirais que c'est une des informations les plus importantes à retenir du qualifieur. Ouais, en effet, un gros nivellement du niveau général, hein. Moi, je sais que je me suis énormément ennuyé sur les premières rondes. Alors, c'est vrai que les premières rondes, on est généralement plus indulgent sur ce qu'on voit parce qu'on sait qu'on a des joueurs de tout niveau, mais C'est la roulette personnellement, en début. ouais, mais moi j'ai vu enfin voilà, j'ai vu des plays de la ronde 1 à la ronde 5 qui m'ont juste laissé pantois. Euh, c'est des choses que même un débutant ne ferait pas. J'ai vu des gens qui ont essayé de commit sur un kill et qui s'arrêtent en plein milieu. J'ai vu des miss. J'ai vu. Alors moi j'ai regardé notamment, je crois que c'est le dernier match que j'ai vu ou l'un des derniers, un Go and Reboot contre justement Monsieur Beaugrand qui all-in toute sa main quasi sur une triple alors que il y a je crois deux open et qui se prend un vieux brainwash no more téléguidé à 400%. Voilà, moi j'ai pas trouvé effectivement le niveau exceptionnel, mais en effet, hein, comme tu l'as souligné, je pense que c'est dû très clairement au fait que la plupart des gros joueurs aient déjà leur place pour le 5K et qu'ils avaient pas envie de Après, se retaper un tournoi. est-ce que la subtilité fait partie du deck Gohan Reboot aussi? C'est la question, quoi. Ouais, il y a un moment, faut être un petit peu logique. Tu joues contre Dark Broly, le mec est à 3 points de vie, tu sais très bien que techniquement ton attaque il attend en se passant un PV en crit. Bon, ça après, voilà. Mais j'ai vu beaucoup de plays comme ça, moi, qui m'ont particulièrement dérangé et Déjà, un Américain qui joue Gohan Reboot, déjà, c'est rare. bah justement, je voudrais rebondir là-dessus. Comme tu l'as mentionné au début de notre vidéo, on a pas mal de Français qui ont déjà top, hein. Je pense à Guillaume Leclerc, je pense également à Guillaume Boin, hein, forcément. Là, Je vois que tu veux en venir, c'est vraiment l'influence française qui a relancé Reboot. c'est ça. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on est, nous, petit peuple français, hein, capable de tenir le crachoir à des gros joueurs américains comme Andrew Doval, Justin Rios, Eddie Saint-Hilaire, Joey Palladino, ou est-ce qu'on va se retrouver justement voilà, à ne pas pouvoir être moins bon qu'eux pour le coup, quoi.
Qu'est-ce que t'en penses? C'est dur à évaluer. Après, si on peut pas dire plus global, la France en termes de TCG, je parle de tous les TCG, hein, par exemple Yugi, par exemple Magic. La France, c'est quand même un peu une référence. Enfin, il y a un très gros niveau dans tous les TCG en Je France. suis assez d'accord, tout à fait. C'est un pays de TCG, même de manière plus large que pas mal de TCG viennent de l'influence japonaise. La France, c'est vraiment un air de culture japonaise à l'étranger, quoi. Complètement. Après, juger comme ça, en regardant, enfin, c'est pas du tout les mêmes, enfin, c'est quasiment pas le même TCG. Hein. C'est les mêmes règles, mais les contextes de match, c'est différent. C'est pas la même méta, hein. On est d'accord. T'as pas vu le top 4, mais 2 fois l'adversaire en miroir Dark Broly, donc normalement il est censé connaître le deck, quoi. 2 fois il a l'éveil T2 à marque. Oui, c'est ça qui l'a fait win, ce que j'ai cru lire sur son report, en effet. Ouais. Les Américains, ils ont un petit côté, on baisse la tête, on y va à fond. Et en France, tu verras jamais. En France, il y a plus un style de jeu contrôle de partout. Par exemple, des leaders comme Janemba, il a été joué pendant hyper longtemps. Alors qu'aux États-Unis, à part Dehan qui le ressortait de temps en temps, non. C'est vrai. Bah, j'ai même plutôt l'impression, parce que là tu parlais de Janemba, que le bleu qui chez nous a envoyé 4 decks dans le top 16, à part Baby, qui n'est pas un deck bleu, hein, c'est un deck qui a son propre archétype, on va dire. J'ai l'impression que le bleu est inexistant aux États-Unis, ce qui est une erreur monumentale quand on voit les performances que cette couleur a pu avoir sur la dernière évaluation. Les seuls mecs qui emmènent du bleu, c'est des blue players, quoi. C'est les Jones, c'est à Silk quand il fait des fois les. Et quand il triche pas. Ouais, enfin, et je dis pas. Si on parle de Legends par exemple, c'est pareil. Je te mentionne Baby comme étant un peu un deck à part du bleu. Invocateur, c'est la même chose. Certes, il va. Je parle pour le Trunks surtout. Genre des fois il compte Trunks, tu vois. En effet, ça reste. Mais en fait, les mecs qui jouent bleu, déjà ils top parce que c'est parmi les meilleurs joueurs américains. Et c'est vraiment des blue players. Alors que en France, les gens aiment le bleu. Mais il n'y a pas non plus, aux États-Unis, ceux qui prennent du bleu, ils prendront du bleu jusqu'à ce que les couleurs n'existent plus, quoi. Alors qu'en France, les gens aiment bien le bleu et l'utilisent tout le temps. Et c'est vraiment une couleur contrôle. Et elle permet aussi de pas mourir bêtement sur Gone Reboot, quoi. Alors qu'aux États-Unis, le reboot n'existe pas. Bah, ce que j'ai un peu l'impression, de manière générale chez les Américains, c'est que quand tu as un archétype, un leader ou une couleur va leur plaire, les mecs vont commit dessus, sachant qu'en plus ils arrivent à top avec, et ils vont jamais en démordre. Alors qu'en France, ça c'est une des qualités que les Français ont de manière générale, c'est que tu vas avoir un joueur qui va top avec un deck jaune. 2 mois plus tard, on est sur une nouvelle méta, c'est le vert, le bleu, le rouge, peu importe qui va dominer. Bah lui, ça va pas le déranger de partir avec effectivement la couleur ou le deck dominant. Donc, il va être capable de jouer aussi bien des decks mid que des decks contrôle, que des decks aggro. Alors qu'il y a des joueurs, j'ai l'impression, à partir du moment où tu leur fais sortir de leur zone de confort, bah, ils sont complètement perdus. Et je pense que c'est là-dessus aussi que les Français auront un énorme avantage par rapport aux Américains. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis assez d'accord. Après, ce que j'aime bien en France, c'est que les gens les Américains, il y a un nouveau deck qui sort. J'ai l'impression des fois ils balancent un peu toutes les bases qu'ils ont du jeu et ils prennent le nouveau truc. Alors qu'en France, il y a vachement tendance des fois à regarder si les nouvelles cartes peuvent pas renforcer un archétype existant, marche avec lequel ils se sentent à l'aise. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment, allez, on dégage tout et on prend le nouveau truc. Ouais, et ça, je pense que c'est même applicable de manière plus générale à comment ils abordent Dragon Ball Super chez eux. Ils vivent beaucoup sur la hype. Ça, Bandai, à un moment, l'a très bien compris. C'est pour ça qu'ils nous ont inondé littéralement de nouvelles cartes pendant une certaine période. Et de Leader Broly. Ouais, et j'ai un peu de Leader Broly, effectivement. J'ai un peu l'impression... Là, en gros, tu vas le B01, ils viennent de terminer le reveal. Les mecs sont déjà en train de se dire qu'est-ce qui va sortir en BT13, tu vois. Ils sont vraiment pas dans l'expectative de dire, comme tu viens de le souligner, comme un Français, un top player va le faire. Tiens, il y a telle carte qui est sortie. Comment ça peut se combiner avec tel archétype, tel deck, telle couleur ou que sais-je. Eux, ils sont vraiment dans la hype et comme tu l'as également souligné, c'est... voilà, des nouvelles cartes sortent, limite on a balayé les 12 BT qui sont sortis avant et les différents draft box et on se focus uniquement sur l'archétype qui vient de sortir. Ça, je pense que c'est aussi l'un de leurs plus gros défauts en l'occurrence. C'est vrai. Surtout que là, vraiment, c'est parce que la BT12, les nouveaux leaders, il y a du tout de montée en niveau assez fracassante. C'est pour ça qu'il y a encore des decks stabilisés ou des decks qui ont été un peu
modifié pour être à la méta BT12. Mais avant, vraiment, les decks disparaissaient instantanément. Ils se posaient même pas la question de renfort. Complètement. C'est vrai que après ça, Bandai l'a parfaitement compris et je pense que c'est pour ça que le 7-11 a été énormément archétypé. C'est-à-dire que c'était là pour répondre à une demande des Américains de vouloir jouer que les nouveaux decks. Là, je pense qu'avec le B01 et peut-être même un petit peu avec le 7-12, ils ont essayé de rattraper ce concept de genre j'ai 40 cartes insérées dans mon deck et que j'ai 10 options libres uniquement si je joue un deck à 50. Ce qui est pas plus mal parce que c'est vrai que en soi, des decks archétypés, c'est bien. Parce que c'est solide, parce que c'est stable, etc. Mais en termes de Meta Kitchen, c'est vachement limité pour le coup. Tu fais pas grand chose. Un deck comme Broly Rouge, aujourd'hui, tu as 6 ou 7 slots d'options et tout le reste, c'est ta chaîne. Et ça, c'est l'exemple typique de ce que voulaient les Américains et ce à quoi Bandai a répondu présent. Pour le coup. C'est aussi l'exemple de deck qui meurt vite, quoi. Ouais, complètement. Donc du coup, 16 qualifiés pour le 5K. Est-ce que tu peux me faire, puisque c'est là où j'ai complètement lâché la bride, est-ce que tu peux me faire un petit récap des 16 decks qui se sont qualifiés? Parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais pas là. C'était un top 8, je crois, de mémoire. C'est le top 8 qui prend, d'accord. Mais 16 decks, Ouais. effectivement, top 16. Ok, d'accord, très bien, ça je savais pas. Donc 3 Dark Broly, Normal. un Lunch, Mhm, Gohan Reboot, un King Piccolo qui est en finale, mhm. un Sin, un Vegex qui est sorti directement. Ok, donc une... Pendant longtemps, il y avait les deux Vegex qui étaient en top des rondes. Ok. Ils sont vite cassés la gueule quand c'est un peu nivelé en termes de niveau. Mhm. C'était ensemble et ils ont fait un gros départ. Et c'était quel type de Vegex du coup? Le même genre de deck que toi tu as joué ou on part sur du Gohan ou... Il y avait un Vegex Gohan Pack One, donc plus ou moins le même style de jeu qu'a sorti Kim Payet au tournoi TDD. Tout à fait. Et il y en avait un autre qui était 50 cartes. Il a pris toutes les meilleures cartes noires, espace-temps et tout, il les a mis ensemble, il a fait un deck de 50 Oui, et il il a l'a fait vu. comme toi quoi, il a fait un All-Star Non, espace-temps, parce que même pas. en fait, lui, il a joué à 50. Ouais. Donc tu vois, par exemple, il a mis le Demigra Dark Overrim à 2 parce que c'est fort. Ah ouais, enfin pas dans Vegex, mais bon. Et soit il le jouait T2, soit il le jouait plus parce que en fait, le truc, si t'as à partir du T3, tu peux plus en faire, sinon tu décautes. Ouais, on sent quand même la différence de niveau, puisque en effet, mettre un Donc Demigra- il tombe face à un King Piccolo ou des decks comme ça qui ont un gros board. À partir du T3, son Secret Identity, il est obligé de le combo, il peut plus le jouer parce que sinon il décapte. Donc c'est C'est beau. bloquant quoi. Ouais, on est d'accord. Ok. Donc tu me dis 3 Dark Broly, c'est ça sur le top? Ouais, 3 Dark Broly, ouais. Ouais, Et du dont coup- 2 top 4 qui se rencontrent. Ok, forcément avec la nouvelle carte Broly Asset du deck Toa, pour moi, hein, je pense que le deck là arrive vers sa forme finale. À voir s'ils font encore du renfort sur la BT13, mais très Peut-être qu'il y a honnêtement, il faut peut-être se calmer quoi. je pense que le deck n'en a plus besoin. Là, ouais, en effet, on arrive sur un deck qui peut gérer quasi tous les match-ups, qui a pas besoin de taper pour pouvoir aller exploser les points de vie de l'adversaire, qui peut manger littéralement sa main. Euh, C'était vraiment le renfort entre guillemets le plus dont le deck a le plus besoin pour pour continuer à faire des trucs pendant le stall adverse s'il tombe face à Vae ou l'unisson Vegeta quoi. Complètement. En plus, c'est la carte qui a été rajoutée, c'est une carte qui passe Mekikabura, puisque faut pas l'oublier, hein, Mekikabura va annoncer Broly 6. Votre Broly, du coup, lui de base, hein, il coûte 7. Hein. Également, petit trick pour ceux qui ne le savaient pas, vous faites Broly à 1, vous passez la boule en dessous et vous pouvez aller chercher le Broly à 7. Hein. Il n'y a pas de restriction hein, sur le coup. Faut simplement que ce soit un Broly noir, sombre en l'occurrence, ce qui est le cas. Toujours pareil, hein, je ne ferai que les éloges de ce deck là, mais pour le moment, il n'y a aucune carte qui va réellement le stopper. Il n'a pas de match-up défavorable. Et puis il a pour légitimité d'exister, puisque là où avant un Vegex clairement le surpassait, puisqu'il était beaucoup trop agressif pour que lui puisse tenir,
Là aujourd'hui, le midrange même de manière plus générale a complètement sa légitimité et le meilleur deck midrange de la méta, clairement, aujourd'hui, c'est Dark Broly. Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, je pense qu'on peut même enlever midrange. Hein. Toi, tu le vois comment ce deck-là? Parce que beaucoup le catégorisent comme étant un deck aggro. J'entends rarement qu'il s'agit d'un deck contrôle. Moi, je le place entre les deux. Je sais que si je reviens rapidement sur mon expérience lors du Qualifier TDD, j'ai vraiment eu cette sensation de pouvoir pivoter entre de l'agression pure ou du contrôle. Chose que seul le midrange aujourd'hui peut se permettre. Toi, tu le catégorises dans quelle case? Après, je dis ça dans le sens où tu peux enlever midrange, c'est juste le meilleur deck de la méta tout court. Et, c'est vrai que la range de Dark Broly, c'est entre les 3 et 5. Au-delà du T5, il va peut-être vite à faire toujours les mêmes trucs. Là où un vrai deck late game, là, pur, donc j'en étais, je parlais de Dark Broly, donc je disais oui, le mid à enlever, c'est parce que c'est pour moi simplement le meilleur deck. Après, le moment où il va être le meilleur, il va être le mieux du mieux, c'est vraiment entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Ouais, mais je suis pas d'accord sur le fait qu'il s'agisse du meilleur deck de la méta, parce que on n'est pas sur aujourd'hui une méta où tu as un deck dominant, comme ça a été le cas pendant très longtemps, avec notamment Vegex, hein, si on prend une méta assez proche de nous. Aujourd'hui, tous les decks qui ont top, que ce soit chez nous comme aux États-Unis, ils ont une légitimité d'existence. Après, tout dépend du pilote que tu as derrière. Mais en effet, l'avantage de Dark Broly, c'est que tu vas pas te retrouver face à un deck qui va te faire auto-lose. Je prends un exemple. Hein, oui, il n'y a pas de. Le mec pose son et toi tu souffles et tu fais chier. C'est ça. Genre, tu joues Broly rouge. Broly rouge, ça reste un tier 1, hein, on va pas se mentir. Broly rouge, le problème, c'est que s'il tombe face à Sin Shenron ou à Mecha Freezer, Game 1, c'est un peu compliqué pour lui de l'arracher en l'occurrence. Alors que Dark Broly, vraiment. Je vais juste te donner un exemple. Admettons, Dark Broly, il commence. L'adversaire sur son T2, il envoie tout. Ouais. Il envoie très. Quand tu tapes de la Roka, tu combos, surtout même si s'éveille pendant son tour, il va avoir 15 cartes en main, quoi. Donc tu combos pour défendre, c'est-à-dire que T3, pour 6 cartes de ta. Donc il faut que tu aies 7 battles en drop. Tu vas jouer un Dark Broly, tu vas taper une fois 30 000. Le mec t'éveille T2, donc il a 4 points de vie. Tu vas taper une fois 30 000. Pour 2 énergies, tu vas jouer l'ultimate deck dessus. Donc en gros, globalement, tu tapes 30 000, il a 3. Pour 2 énergies, tu mets l'ultimate deck dessus. Il passe à 2 points de vie, ouais. Tu clean le board, il passe à 2 points de vie. L'ultimate deck se retape. Et là, il peut plus prendre d'attaque, que ce soit une battle ou du leader, parce que la double, il a perdu. Après, ça se défend, hein. Encore une fois. Le deck est extrêmement fort, mais de là à dire et à le catégoriser comme étant le Z tiers de la méta actuelle, c'est pas le cas. Tu peux être le meilleur sans être Z tiers. Oui, mais c'est pas un deck qui aujourd'hui va pouvoir rouler sur absolument tous les decks, et ce, quel que soit le pilote que tu mets derrière. On n'est pas dans ce format-là. On n'est pas dans un format Piccolo Surge, je domine la méta, ou Irustorm, si tu joues pas jaune, t'as perdu. Heureusement, et d'ailleurs la méta pour moi a jamais été aussi saine que... Baby BT9 aussi. Baby BT9, tout à fait, mais la méta n'a jamais été aussi saine qu'elle ne l'est aujourd'hui, et je pense que là Bandai a trouvé enfin son rythme de croisière et qu'ils feront normalement plus les erreurs qu'ils ont pu faire. À voir, hein. On suit très près. On en parlera sans doute, parce qu'après on va peut-être un peu parler de l'EB0 oui. Sur le virage qui a pris le TCG en termes de renfort, en termes de sortie de cartes, d'un autre TCG, et au final c'est plus sain. Ouais. Du coup, on a pas mal parlé de Dark Broly. J'en parlais en début de vidéo. On a un peu le nouveau challenger, le nouveau contender hein, qui est en train de durablement s'installer dans la méta. À mon plus grand plaisir, parce que, comme je l'ai dit, hein, ça a été un peu ma révélation de mon qualifier, à savoir King Piccolo. Est-ce que tu penses que c'est un deck de la hype, comme a pu être un Gotenks qui n'est le vert, hein, j'entends plus du tout jouer aujourd'hui, ou est-ce qu'il a une vraie raison d'exister et surtout de perdurer dans le temps, selon toi? Pour moi, Gotenks c'était pas hype, il était juste... En fait, pendant une fenêtre, avant les promos, les autres decks n'avaient tout simplement pas de réponse. Ils ne pouvaient pas s'y adapter. Donc
Donc c'est pour ça qu'il a été fait. Et là, King Piccolo, on est un peu sur les promos viennent d'arriver. Ouais. Et ensuite, si tu sais pas comment le prendre, et ben c'est une auto-lose. Bah, moi, ce qui me plaît, Plus le mec fait durer la game, plus tu t'enlises contre King Piccolo, et plus il fait de ressources, et du coup t'as perdu. bien sûr, bah, c'est là où le deck est extrêmement fort, c'est que c'est un deck qui va constamment générer du CA, qui peut même s'amener au deck out si effectivement la partie dure trop longtemps. Et alors autant sur l'ultra agression, il va peut-être avoir du mal à défendre, je pense notamment contre Broly Rouge si, s'il le gère mal, parce qu'en effet 6 points de vie comme base de départ, mais une fois que l'éveil est déclenché, ça devient du n'importe quoi. Enfin moi j'ai vu le deck tourner, très concrètement, l'adversaire ne passe pas. C'est-à-dire que si King Piccolo veut stall jusqu'au T4, T5, voire T6, il peut le faire. Et ça, pour ça, le deck est impressionnant en termes de mécanique. Moi, ce deck-là, c'est un petit peu des sables mouvants, quoi. Et plus t'es dedans, plus tu t'en sortiras pas dans la game. Ouais, ce que je trouve assez rigolo, c'est que moi, c'est ce que je disais. Alors, on pourra critiquer et on pourra trouver mon opinion erronée, mais ça me fait un peu penser à un mélange de ce que peut faire le stall du bleu, et plus particulièrement de starter coup, avec l'agression pour avoir un Vegex, par exemple. C'est-à-dire qu'en un seul tour, après avoir stall suffisamment, il est capable de vous tuer, en fait, et de vous passer par exemple, 5 vers 0 point de vie, si c'est pas géré. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai du mal à analyser un peu ce deck parce que j'aime pas du tout comment il tourne. Moi, j'ai trouvé ça super cool, en l'occurrence. Après, je comprends que les gens aiment bien parce que tu fais plein de trucs. Ouais. Donc, c'est toujours bien de faire plein de trucs différents dans un deck, ça, c'est agréable. Il y a une decklist qui a été faite par Cardmaniacs, par Hugo Tout à fait, Platrey. par Hugo Platrey, que j'ai trouvé Plaisir. pas mal. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, on soulignera effectivement l'initiative, c'est que ça a vraiment été orienté, aussi bien en son explication, j'entends de sa decklist, aussi bien pour des débutants que pour des joueurs confirmés. C'est-à-dire que moi, je vous invite à aller la regarder, hein, c'est sur la chaîne YouTube de Cardmaniacs. Que vous soyez débutant ou joueur expert, voilà, vous avez une bonne base de comment fonctionne le deck Piccolo, c'est extrêmement bien expliqué, c'est clair. Et un énorme conseil, si vous aimez le personnage, si vous avez aimé la decklist, si vous aimez l'archétype, foncez quant à l'achat des cartes. Parce que là aujourd'hui c'est pas extrêmement cher, à part les promos, parce que ça risque d'exploser dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. L'Unisson, à lui tout seul, fait énormément de choses. C'est un staple rouge, donc C'est un ça step laissera. rouge, complètement. Après, le deck sera un peu perdu, quoi. Tout à fait. Faut voir ce que donneront les unissons de la BT13, hein, puisque n'oublions pas qu'on va revenir vers une très certainement méta multicolore. Mais voilà, si aujourd'hui vous voulez un unisson rouge qui joue dans King Piccolo, mais également dans d'autres decks rouges, foncez. Hein. Ils sont pas extrêmement chers. J'ai pas regardé le prix dernièrement. Moi, je sais que personnellement, SR, Unisson et Violent 13 inclus, je parle pas des promos, j'ai dû en avoir pour à peu près 80 € en achetant les rares, etc. Donc c'est pas extrêmement cher. Quand vous voyez que Undermount aujourd'hui c'est 60 balles, voilà, foncez et achetez le deck si ça vous plaît. Au pire, si c'est plus budget, franchement, Topo fait le taf, hein. Ah oui, vous êtes même pas obligé. Alors voilà, les promos sont ce qu'elles sont. On sait que les tournois sont rares. On sait que la plupart des locaux aujourd'hui ne sont plus accessibles, hein. Période de crise sanitaire oblige. Mais voilà, les promos, vous avez les moyens d'investir, faites-le. Vous n'avez pas les moyens, vous m'achetez un topo en VPP ou un topo DB01 et ça fait la rue. Hein. Vous en achetez 4, vous mettez 4 topos dans votre deck ou 3 topos dans votre deck et ça remplace le negate gratos ou voire même la promo qui donne plus 5000 qui est elle, clairement dispensable. S'il y avait vraiment une promo sur laquelle il fallait investir, si vous aviez un choix à faire, c'est bel et bien le negate qui arrive gratuitement si vous avez l'unisson sur le terrain. Je ne peux qu'être d'accord. Ouais. Je pense qu'on a un peu fait le tour du top 16. Hein. Si on fait un résumé, en effet, hein, le niveau n'était pas du tout le même que ce qu'on avait pour habitude de voir. Moi, je le répète, je me suis fait chier durant les premières rondes. J'ai clairement lâché l'affaire. Alors, c'est peut-être aussi la fatigue qui a joué, mais j'ai vu des plays qui étaient complètement aberrants. On sait qu'il y a un 5K du coup qui vient d'être annoncé par Monsieur Eddy Saint-Hilaire, hein, qui s'occupe maintenant de PPG pour la partie Dragon Ball Super, hein, puisque ça reste Georges Machado qui a la main mise dessus. Pour information,
L'événement du coup se déroulera le 10 et le 11 avril, donc ça tombe un samedi et un dimanche. Par contre pour ceux qui sont qualifiés, va falloir se lever tôt puisque j'ai check le fuseau horaire et on est sur du 12h EST, ce qui correspond chez nous à 6h du matin. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, le temps d'aller faire sa petite pisse, prendre une douche et un café, et il va falloir sortir du pieu à 5h du matin. Voilà, donc ça se passe sur 2 jours. Le tournoi est assez cher. Bon, ça après, c'est le problème des Américains, c'est qu'ils font payer un paf à 40 balles et qu'il n'y a que les grossièrement 32 premiers qui vont croquer, hein. Surtout le top 1 qui, je crois, gagne un truc comme 1000 balles, si je dis pas de bêtises. Oh. Ouais, c'est ça. Globalement, le top serein, c'est le reste à limite. C'est un peu ça. Le top 1 va gagner 1000 $ de voucher sur la boutique PPG, il va gagner un beau tapis Pro Play Tour également, et puis bah, son invitation pour le World. Le second va gagner 500 $ pareil en voucher, le tapis et l'invitation. Le troisième 400, le quatrième également 400, du cinquième au huitième vous gagnez 200 $, du neuvième au 16e vous êtes à 100 $, du 17 au 32e vous êtes à du coup 75 $. Là, il n'y a plus de tapis, hein, du coup. Par contre, vous gagnez donc du 17 au 32 une invitation pour un peu le tournoi des entre guillemets des plus nuls des meilleurs. Donc le tournoi en fait de ceux qu'on fait de 17 à 32. Et comme vous l'avez vu, si vous ne topez pas, vous avez mis 40 $ dans le vent. Ça, c'est le problème des tournois américains. J'entends beaucoup de Français râler sur le pricing. Tu dis? Ouais, bah c'est ça, hein. C'est tout pour le meilleur. Ça, c'est clairement, c'est vraiment la façon dont il fonctionne. Moi, j'entends beaucoup de Français râler sur le pricing. J'ai entendu des gens qui râlaient sur le pricing du TDD, alors qu'ils nous ont clairement rincé, hein, pour un PAF à 15 $, à 15 euros. PPG, c'est pas du tout une association aussi, il faut le mettre dans le contexte. Hein. Alors, c'était à la base une association. C'est devenu ensuite un shop. Les mecs, quand ils lancent un 5K, ils y viennent pour faire de l'argent aussi. Hein. Ah oui, ils sont là pour ça, hein, très clairement. C'est-à-dire que ce qui me dérange un peu, moi personnellement, je sais que je suis sur la liste des gens qui peuvent y participer. Ce qui me fait chier, c'est de foutre 40 $, me lever à 5h du matin et de finir, je dis des conneries, hein, de finir 33e, admettons, et puis de me dire, ok, j'ai foutu 40 € dans le vent, je vais aller me recoucher. Voilà. Si tu finis 7ème, tu troques de l'argent réel contre un bon d'achat. C'est un aussi. Peu ça. Donc après, le tournoi, moi j'encourage les gens qui font les Worlds à y aller. Ah bah bien sûr, tout à fait, bien sûr. Ce sera un entraînement vraiment top. Je pense que ce sera, il y a pas mieux. Ah bah ceux qui veulent tester véritablement leur niveau. De gros calibre, oui. Ou card market ou autre, mais je pense qu'il n'y aura pas meilleur entraînement peu de temps avant les Worlds. Ah oui, entièrement. Là, si vous voulez rencontrer de gros joueurs, que ce soit des Italiens, des Espagnols, des Sud-Américains, des Américains tout court, voilà, c'est ici qu'il faut aller. C'est là où vous allez pouvoir prouver que vous avez véritablement du niveau. Vous avez tout le gratin de la scène française, hein, il suffit d'aller jeter un coup d'œil sur la liste. Alors la seule chose qui va me déranger, c'est ce principe de le classement n'est pas décalé. Je vous donne un exemple, hein. Guillaume Bouin, lui du coup est qualifié pour les Worlds, hein, puisqu'il a gagné un tournoi. Admettons, ce qui me semble plus que probable, qu'il soit de nouveau dans le top 16 et qu'il finisse, allez, 16e. J'espère qu'il sera plus haut, mais partons du principe où il finisse 16e, et ben le 17e n'aura pas sa place. Du coup, il brûle une place effectivement pour le 17e. Donc ceux qui sont pas spécialement chauds. Ça dure, mais je suis un peu d'accord. Parce que moi, j'aime pas trop le fait de. Bah, les pairings, c'est assez aléatoire. Alors, si en plus, mettre des mecs top 16 alors qu'ils ont fait 4 par exemple, c'est ça. Ça me pose problème. Bah, c'est un peu un appel à ceux qui n'ont pas forcément envie de se bouger le cul à 5h du matin et qu'on top. Voilà, si vous n'avez pas forcément envie de passer toute une journée à jouer à DB, si vous n'avez pas forcément envie de bloquer une place parce que vous savez que vous êtes déjà qualifié,
vous faites ce que vous voulez, hein, parce que je suis pas votre maman, donc vous êtes des grands, vous inscrivez pas. Je vois pas l'intérêt, voilà, passez votre chemin, faites la grasse mat, regardez le stream quand vous êtes levé, puisque de toute façon vous savez que vous êtes assuré de pouvoir faire le vrai tournoi entre guillemets qui sera celui des Worlds. Là où je voudrais glisser, c'est que donc, on a le 5K et on sait, normalement, si je ne m'abuse, que c'est un 5K où le B01 sera autorisé, c'est ça? Exactement, c'est vraiment le week-end d'ouverture, je crois. Ouais, tout à fait. Du coup, Non, c'est B0. question sous-jacente, que penses-tu de l'impact, du coup, de l'Evolution Battle, c'est ça, si je découpe Ça. Ouais, dans la méta en cours, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact? Et si oui, quels sont ces impacts? Quelle que soit la puissance des renforts, ça aura un impact parce que bonne chance pour Side. Ouais, je pense que ça va être très compliqué puisque Il y aura de l'exotisme. Voilà, exactement. Le ressenti que j'ai de manière générale pour le B01, c'est que c'est pas un deck, c'est pas une extension excluant les reprints. Hein, j'entends qui va renforcer des decks qui sont déjà existants et qui ont une légitimité dans la méta, mais qui vont up en fait certains decks qui n'étaient pas spécialement mauvais et qui vont les faire monter vers le haut du classement des tiers de deck. Je prends un exemple. On a un leader qui a été fait en reboot sur le set d'avant, Bergamo. J'ai eu le loisir de tester une liste avec le renfort de l'EB01 et je peux vous dire que si vous n'êtes pas prêt, ça pousse. Si t'as pas Camille en side, il met Bergamo Lock, t'as perdu. Exactement, Camille ou alors le Black Mass Cyan à 1 qui effectivement, on le sait, fait énormément de mal à la plupart des decks rogue. Voilà, moi on a joué un peu pour le Zub hier avec un ami. Quand vous commencez à spammer les nouveaux Bergamo SR et que vous en faites 3 sur le même tour et que vous avez déjà le Bergamo Log qui est présent sur le tour d'avant, le mec pleure. Moi j'ai trouvé ça très fun. BMS, Voilà, BMS, tout à fait. Ton BMS, c'est 2 Bergamo. Après, BMS, ça te ralentit pour faire ta Bergamo Lock, mais une fois qu'il y a les vieux Bergamo SR 2 en inertie, bah t'as perdu quoi. Ouais, c'est magique. Tu vas faire pendant ton tour. Et... même pas attaquer le leader avec le chien. Ouais. Après, pareil, hein, tu m'en parlais de deck rock de manière générale. Je pense que C16 ou même plus particulièrement l'archétype Android prend quand même un sacré up. On en débattait, on en parlait avec Raphaël Gauthier, mais une decklist qui serait étudiée, c'est peut-être l'Android 18 avec le Freezer Kimmel, puisque la problématique qu'avait le leader avant, c'est que il fallait gérer les tokens. Alors que maintenant, on a un unisson qui nous permet de ne pas avoir à nous en soucier. Pour rappel, hein, le deck, c'est quoi? C'est je spam le board adverse de tokens, je me démerde pour faire passer mon Freezer à 5. C'est assez simple quand on joue du bleu, hein, normalement. Et une fois qu'il est sur le terrain, je tape, je m'en fous d'infliger 3 dégâts à mon adversaire. Tout ce que je veux, c'est qu'il me le 2 cartes par le board qu'il a. Et autant vous dire, les 20. Voilà, quand vous avez 12 tokens plus 4 battles, vous me les 8, voilà, vous me les 24, vous me les 32 cartes. Sachant que vous avez déjà pioché en début de game 8 points de vie et 6 cartes, vous avez perdu en fait. À étudier, après je vois pas non plus de grosses révolutions comme tu l'as résumé. Il y aura peut-être pas mal. Le lineage, si t'as tout en main, ça peut faire mal sur un tour. Ouais. C'est des decks pas mal de decks assortis qui vont arriver quoi. On a vu une DL, je crois, Cell Surge qui jouait le swap ou j'ai pas tout compris, c'est une DL d'Eggman. C'est pas forcément des trucs qui m'intéressent, mais il y a du renfort un peu pour tout. Il veut sortir la SRTB1 et taper 3 fois crit en faisant discard 3. Ok, ouais, pour être sûr que l'adversaire il ait plus rien en main et qu'il puisse effectivement faire une VS en bonne et due forme. Ok, bon. Tu vois quoi d'autre toi? Parce que personnellement... j'aime bien C13 mais c'est dur à installer. Ouais, pas beaucoup de cartes. Ça a l'air il y aura beaucoup de joueurs, je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs C16 parce qu'il y a pas mal de fétichistes des androïdes vert bleu. Les gens aiment bien. Donc moi c'est pas trop mon cool, hein. L'archétype est late, mais l'archétype a pris 2 fois du renfort. Une fois l'anniversary box avec l'apparition du Super C17 qui permet de triple bas domaine sur 6 énergies si je ne m'abuse, plus le negate.
qui permet de spam les C16 qui font ramper une énergie. Après voilà, ça reste late, c'est pas un Après, il y a un deck. petit renfort qui te coup, donc faut voir ce que ça donne. C'est toujours sympa qui te coup. Hein. J'avoue que j'ai pas testé, mais ouais, en Alors, effet. vraiment, on va peut-être faire une vidéo de présentation au B01, donc on va peut-être pas non plus tout faire On là. va pas tout spoil. Et enfin, si vous êtes un joueur casu ou si vous avez sauté pas mal d'extensions, se prendre une B01, c'est un bon Ouais. investissement et ça vous permettra d'utiliser vos anciennes cartes et de faire des decks cool. Par exemple, un kit cool est vraiment le meilleur deck de l'histoire du jeu, je pense, pour commencer le jeu. Je suis d'accord, ouais. Kid Coup, bonne skillless, effectivement. Bah moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, on va parler un peu de ma vie. J'ai mon beau-frère qui a commencé le jeu il y a pas très longtemps, qui a pas beaucoup de cartes hein, aujourd'hui. Hein. Il a peut-être 2 decks de montée. Je lui ai dit fonce. Il a déjà précommandé une boîte de B01. Ceux qui veulent commencer le jeu en 2021 et qui n'ont aucune base en termes de staple, entre guillemets. Alors, vous n'allez pas avoir toutes les meilleures cartes du jeu, hein, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire, mais vous allez avoir pas mal de choses qui, encore aujourd'hui, sont utilisées. Hein. Je pense Et le foil, le foil est cool. Ouais, le foil full art est cool. Vous allez avoir des cailloux double frappe, vous allez avoir des haricots magiques, vous allez avoir des reprints qui, aujourd'hui, sont inaccessibles entre guillemets hein, au commun des mortels. Hein. Je pense à Obuni, parce qu'un playset d'Obuni aujourd'hui, hein, j'ai pas check les prix dernièrement, mais ça doit être 160 euros en gros. Alors que là, votre playset de Boony, vous en avez un ou deux avec un peu de chance dans votre display. Vous achetez les trois autres à 10 euros pièce et puis vous êtes bien. Vous avez payé 4 fois moins cher. Donc c'est ils ont fait des c'est choses vraiment intelligentes. Ouais. Après, on soulignera quand même l'apparition de. Moi, je vois 2 staples en vert, 2 SR qu'ils ont révélés, notamment, je crois que c'est la Kakunsa, qui fait un peu la même chose que le Basil, entre guillemets, en jaune. Sauf que là, vous avez une double frappe pour un. C'est pas trop mal. Après, non, le B01, pour ceux qui pensent devoir complètement réviser leur méta, vous pouvez vous rendormir, hein, ça va pas révolutionner la façon dont on joue au jeu de manière générale, hein, pour le coup. oh, même les deux rares, le Goku et Tianqian, c'est du staple vert. Hein. Ouais, tout à fait. J'ai trouvé ça pas mal. Après, voilà, on va pas non plus en parler en détail, puisque comme le disait Ismaël, on vous prépare très certainement une Juste vidéo. si vous faites le 5K dans la foulée, c'est si vous jouez noir, c'est 4 BMS main, hein, parce que ça va être la foire à l'exotisme Je et pense. tous les decks exotiques, ça meurt sur BMS. Après, on se retrouve quand même sur le 5K, sur un tournoi qui n'amène logiquement que des gros joueurs. Est-ce que les gros joueurs vont vouloir amener du tiers 2? Je suis pas sûr. Ça, c'est voilà, l'exotisme, hein, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément un énorme budget ou qui ont envie de jouer leur personnage préféré, hein, ce qui est Ah, complètement défendable. il y a Ludic. Ouais, je sais pas, à voir. De toute façon, voilà, comme on le disait, le B01, on reviendra dessus, on fera une vidéo peut-être un petit peu plus détaillée, pareil au fil de l'eau, hein, vous l'avez compris, hein, rien n'est préparé, c'est pas l'objectif, hein, on n'est pas des professionnels, mais voilà, on y reviendra, on vous fera ça certainement dans les prochains jours, maintenant que l'intégralité des cartes ont été révélées. On va passer sur toute autre chose. T'en parlais hein, assez rapidement, hein, tu disais penser éventuellement à mettre 4 BMS dans tous vos decks noirs. Est-ce que tu penses qu'il va falloir changer les cartes que l'on side justement pour le 5K ou est-ce que voilà là aujourd'hui j'ai encore mon Dark Broly qui est construit du TDD, est-ce que je repars exactement avec les 15 cartes que j'avais utilisées pour le tournoi? Qu'est-ce que t'en penses? King Piccolo apporte quand même, ça pose problème. Ouais, Je et peux pas le dire comme ça. je suis d'accord. Et selon toi, quelle est la meilleure carte? Parce que moi je l'ai, mais j'aimerais que tu répondes pour pouvoir gérer justement King Piccolo. T'as déjà, dans un premier temps, une carte qui gère tous les boards du monde, Secret Identity quand même. Fort. Ouais, ça ok, ça c'était déjà quelque chose qui était joué. J'ai dit, bah, on va sortir le bon vieux Camille, quoi. Ouais, tout à fait. Ceux qui jouent noir, encore une fois, ou même, hein, on s'en fout, hein, l'avantage de Camille, c'est que vous pouvez l'insérer dans tous vos decks. Voilà, foncez, achetez les reprints parce qu'elles sont absolument magnifiques. Ou alors, si vous les avez en foil version régulière, ou même si vous êtes pauvre comme moi et que vous n'avez pas envie de vous faire chier, sortez celles que vous avez dans. Shenron, quoi, il suffit. Hein. Tout à fait. Et voilà, Camille, alors c'est peut-être pas du x4. Parce que je pense que ça fait un peu forceur hein, sur un side. Mais si vous voulez gérer King Piccolo
avec une aisance déconcertante. Voilà, n'hésitez pas à mettre du Camille. Camille, ça a déflexion, donc Camille, ça passe les éventuels contres de mise en jeu. Alors, Belle, tu dis, belle époque où tous les counters de certains decks, ils avaient des flexions, juste tu tout à prenais ton fait. contre et Camille, en plus, c'est un one drop cantrip, hein, c'est-à-dire que quand vous le posez, il se remplace. Donc je le pose, je pioche un. Et puis si vous avez deux énergies open, parce que c'est le but, hein, on pose pas Camille juste pour dire je l'ai posé, et puis attention, il est là, voilà, fais gaffe. Non, non, c'est on pose Camille, on paye deux énergies, et on clean le board adverse. Ça coûte un peu cher, parce que vous avez la Supreme Kai qui fait la même chose pour moins cher. Mais pour information, la Supreme Kai, aujourd'hui, elle est peut-être à 350 €, donc pas tout le monde peut se permettre de se payer cette carte-là. Et puis, dans un second temps, c'est une secrète, donc c'est pas aussi facile à piocher qu'une carte qu'on peut mettre en 4 exemplaires dans son deck. Voilà, donc Camille, pour moi, ça fait partie un peu des changements apportés. Après, c'est toujours pareil, hein, Dark Broly étant dominant, si vous n'avez pas la place dans le main, side, Meki Kabura, ça c'est sûr, parce que vous faites perdre un tour à Broly, hein, ça reste toujours très fort. Surtout qu'il y a des decks qui ont juste besoin d'un tour supplémentaire pour pouvoir gagner, hein. Je pense à Invocateur, je pense à tous les decks contrôle de manière générale. Qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, le Bardock à 5? Enfin, le Bardock espace-temps 5 pour le coup. Ça bouge pas. tout. Que pour moi, Dark Broly va être encore plus présent. Ah bah avec Il était déjà. la nouvelle carte, c'est sûr. Attendez-vous à manger beaucoup de Dark Broly, hein, c'est certain. Je pense malheureusement parce que bon, c'est pas trop mon style de deck, mais je pense que du coup, Sin Shenron va disparaître. Bah, c'est le problème aujourd'hui de Sin Shenron, c'est que son ennemi naturel c'est Dark Broly. Qu'aujourd'hui, sa force qui était le drop 9 n'en est plus vraiment une, hein, parce que la SR le gère pour pas grand chose. À moins de vraiment l'orienter très agressif, ce qui me semble envisageable, hein, en l'occurrence, ça va être compliqué pour Sin Shenron de survivre dans le paysage de Ouais. la méta actuelle. Dark Broly, il a beaucoup de cartes en main, donc l'aggro, il peut le tenir, hein. Tout à fait. C'est aussi le C'est ça souci. qui est avec ce deck, hein. Et puis d'agresser un Dark Broly, c'est pas forcément la meilleure des idées, puisque comme tu le dis si bien, ça va lui permettre d'avoir énormément de cartes en main, de générer énormément de combo power, de pouvoir remplir sa drop, non pas avec ce qu'il aura fait comme effet leader, mais simplement en vidant sa main en activation combat, et puis derrière d'enchaîner les Broly, et puis de vous stall, ou pire même de vous prendre un énorme retour de flamme sur l'agression que lui pourrait vous coller en l'occurrence. Ouais, je Et suis assez d'accord. les combos de Dark Broly, je pense que c'est les pires à prendre de la méta, hein. Tout à fait. Je suis assez. Onyx, à 3 points de vie ou 4 points de vie, si t'as pas de quoi défendre et t'as pas de compte, t'es mort, hein. Moi, j'en parlais aussi lors de nos différents échanges en privé. Est-ce que l'extra Janemba, qui est disponible depuis la sortie de l'Ultimate Deck, qui permet d'annuler une attaque et d'empêcher le leader d'attaquer, ne sonne pas la disparition également de Gwen Reboot? Toi, pour toi, on avait parlé que tu n'étais pas d'accord. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur justement le fait que cette carte-là ne justifie pas sa disparition? Déjà, faut jouer bleu, ou Ultimate Deck toi. Ça, c'est la En première France, chose. plus impacté en France parce que ça joue pas mal bleu. Et par exemple, tu vois, aux États-Unis, je pense qu'elle va pas être jouée. Aux États-Unis. Mais en France, si on revient à ce qu'on échangeait au début de notre vidéo, le bleu est beaucoup plus présent et Gohan Reboot est également beaucoup plus joué que sur le territoire américain. Après, Gohan Reboot, il peut se dire au max, si le mec joue bleu, il va la jouer x2 en side. Mhm. Donc, sur les une ou deux parties post-side, il peut ne pas toucher la carte en 3 tours ou 2 tours. C'est vrai, sachant qu'elle se caste, si je dis pas de bêtises, pour deux énergies, hein. Il faut. Et après, il full tap. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, après, en soi, voilà, à partir du moment où elle a été jouée, ça permet de gagner un tour, hein, puisque Gohan Reboot, la plupart du temps, il vous tuera que avec son leader, puisqu'après, les battles, c'est pour entamer l'éventuel point de vie qui resterait, ou même de réduire vos points de vie à 3 avant de finir. Je sais pas. Moi, je trouve que la carte, du coup, c'est un peu Pour moi, le banisher fou pour Dark Broly. pour moi, on dit, le jaune est moins joué, et pour moi, on disait pareil quand Libéré du Fléau est sorti. On s'est tous dit, un reboot, c'est fini. C'est Le boot est vrai. encore là. C'est vrai. Mais le truc, c'est que Mecha Freezer, la plupart des gens tâtonnaient encore pour trouver une decklist qui tienne véritablement la route. Là, je pense qu'on arrive à des builds finaux. Alors, le side, pour moi, n'est pas complètement déterminé, parce que je vois des petites choses encore qui sont exotiques. Mais vu que Mecha reste dominant, voilà, si on prend par exemple la DL de Guillaume Boin,
c'est trois libérés du fléau. Et certes, il va peut-être perdre la game 1, mais il perdra pas les deux autres, hein, très clairement. Donc je sais pas. Moi, pour le coup, j'aimerais bien que Gohan Reboot disparaisse. Pour avoir playtest il y a pas très longtemps contre toi, c'est vraiment un deck où vous êtes tout seul à jouer en fait. Moi, s'il disparaît, c'est vraiment que ils ont Errata la face éveillée, ils ont enlevé papa, quoi. Ouais, ou alors juste de dire Gohan Reboot n'existe plus en BO1, en BO3. Si tu veux le jouer avec les copains et leur laver le cul T2, il n'y a pas de problème, mais sinon, enfin, moi je trouve que le lead n'a pas d'intérêt. C'est un lead sans interaction possible, c'est un lead qui empêche votre adversaire littéralement de jouer son deck. Parce que si vous avez décidé de jouer votre deck contre Gohan Reboot, hein, bah, vous avez perdu hein, pour le coup. Rater papa, c'est tout. Hein Au moins, tu peux jouer. Faut rater papa, face éveillée, c'est tout. Ouais, comme ça, au moins, tu peux fun. Et ce serait moins débile si en fait le deck c'était pas. Après, globalement, si tu rates le papa sur la face éveillée, ça rend le deck un peu plus. équitable. Le but du deck, c'est de taper avec des battles pour mettre à 3. Et là, t'envoies avec le leader. Ouais, alors que là, la problématique, c'est que peu importe, au pire, le mec est à 6. S'il prend les 3 premiers PV crit, bah, je le mets à 3 et c'est réglé. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, donc du coup, on a parlé de Camille pour Piccolo, qui je pense va s'installer durablement. Est-ce que tu penses à d'autres cartes pour pouvoir... parce qu'on va pas forcément parler du side des decks qui sont déjà installés depuis un moment. Est-ce que tu penses à d'autres cartes contre Piccolo ou tu vois que ça? Des gens ont évoqué une expected turn. Alors, je suis pas convaincu. Parce qu'en fait, le problème, c'est que toutes les petites battles qu'il va jouer depuis sa zone de combo, elles ont un coût de 3. Donc, elles ont pas le deuxième effet. Est-ce que tu peux rappeler justement, puisque pour beaucoup, c'est encore un peu... Les gens savent que globalement ça clean, mais je pense que les gens lisent pas toujours la carte. Alors, fais-nous un rappel. Qu'est-ce que fait événement inattendu en français dans le texte? Donc, sur le terrain, il y a 3 cartes qui ont un coût de 2 ou plus. Ouais. Contre de mise en jeu, la prochaine battle est envoyée directement en zone de dispersion. Et toutes les cartes qui ont un coût de 2 ou moins sur le terrain sont envoyées en dimension parallèle en linéaire en barrière. Donc, autrement Donc là, dit... il y a été designé pour un petit coup. Ouais. Donc, c'était fort contre Vegex parce que ça permettait d'envoyer directement en dispersion celui à 6 lorsqu'il y avait les deux cumulés plus le Vegeta à 3 promo ou le Mass Saiyan. Tout à fait. Et c'est très fort aussi contre Broly Rouge quand il met plusieurs chaînes parce que ça permet de couper la prochaine. Ouais, et puis surtout de clean les bas pour éviter effectivement qu'il ait de la défense durant le tour où il t'aurait pas kill. Donc oui, Unexpected Turn, beaucoup de gens en parlent. Là, globalement, le meilleur scénario, c'est que bah tu contre-mises en jeu par exemple un topo et tu vas mettre un piano en warp. C'est un peu ça, puisque en effet, Piccolo, le seul drop 1 ou 2 qu'il va avoir, ça va être le piano. Et ou le King Piccolo s'il l'a pas evolve en 4, mais c'est pas fou. Bah généralement oui, le King Piccolo il va être là au T1 voire au T2 parce qu'au T1 il va privilégier plutôt la pose de piano et après oui il va se retrouver à évoluer sur le drop 4 et puis voilà. La condition pour l'activer vaut pas le coup de juste mettre un piano en plus en warp et de toucher un topo comme une super caméra quoi. Ouais, c'est vrai. Pour moi, je pense que les deux cartes qui vont avoir un vrai impact sur Piccolo, on les a citées. Hein. On a le Kami, parce que le Kami, hein, pour rappel, ignore barrière, donc ça va permettre de gérer notamment les bloqueurs barrières hein, qui sont des vraies saloperies, puisque peu de cartes gèrent barrière aujourd'hui. Et le MS6, effectivement, pour clean tout ce qui va être celui qui tape en réplique, celui qui permet de générer un énorme CA avec l'unisson. Voilà. Donc si vous n'avez pas ces cartes-là, MS6, donc on le rappelle, hein, c'est une carte qui est sortie en BT11, si je dis pas de bêtises. MS6, ouais, c'est 11, ouais. Son nom en français, puisque nous on l'appelle MS6 pour les intimes, hein, puisque du coup on l'appelle pas BMS, puisque BMS hein, c'est celui qui est le drop 1. Son nom c'est le Saiyan masqué Identité secrète. La carte vaut pas extrêmement cher. Vous pouvez l'acheter en anglais, puisque là vous n'aurez pas le foil, donc elle coûtera un peu moins cher. Après, voilà. Si vous avez 3-4 euros à mettre pour du 4X à chaque fois, ça vous fait une vingtaine d'euros. Et vous avez l'un des espaces-temps les plus joués de la méta actuelle et qui, je pense, le sera pendant
encore pas mal de temps pour le coup. Globalement, quelle soit la couleur, il est x1 ou x2 dans tous les mains, et s'il est x1, il y en a un deuxième en side, quoi. Ouais, tout à fait. Après, vous avez, même si là on dérive vers toute autre chose, parce que c'est pas une carte qui va gérer Piccolo, vous avez le Bardock SS4, hein, espace-temps. Lui, par contre, j'espère que vous vous êtes réveillé à temps, parce que les prix ont littéralement explosé. Je crois que le moins cher, en non-winner, je vous fais ça en direct, hein, puisque, encore une fois, on n'a rien préparé. Le moins cher, je crois qu'il est à une quinzaine d'euros, et on parle du non-winner, hein, si... En montée, quoi. Ah ouais, ça a clairement explosé. Ah, est-ce que je suis mauvaise langue? Non, je suis pas mauvaise langue. Le Bardock SS4, le moins cher, qui est en édition standard, est à 18 euros. Voilà. Et bah, Si vous voulez l'acheter en winner, et bah, il vous en coûtera. Alors, vous en avez un à 21 euros, foncé, et vous en avez deux à 30 euros. Voilà. Ça, c'est un peu la carte qui est. Ouais, c'est un peu la carte qui a explosé, malheureusement, et c'est une carte qui, pareil, je pense, a entièrement sa légitimité dans beaucoup de decks et qui continuera d'être jouée très certainement dans la méta à venir, pour le coup. pas que Camille. Quand tu prends l'exemple de Dark Broly, au pire, t'es Dark Broly, s'il paye 3 pour le Camille. Mhm. Après, ça le gêne pas de jouer que des battles sans utiliser d'énergie jusqu'à la fin du tour et garder Tout à son fait. énergie. Exactement, vous jouez Vegex, c'est la même chose. Hein. Ismaël, pour rappel, a fait une decklist sur notre chaîne et vous l'explicite plusieurs fois. Voilà, le deck Vegex n'a que très peu besoin de ses énergies pour pouvoir faire des choses. Donc voilà, vous avez 3 énergies open, vous savez que vous n'allez pas forcément mourir le tour d'après, vous n'avez pas besoin de défendre, puisque vous avez clean un board, bah, vous payez 3, vous mettez Camille, enfin 1 plus 2, hein, j'entends, et vous êtes tranquille pour le tour qui va suivre. Même s'il peut régénérer un board, il fera jamais le même board qu'il a potentiellement pu faire juste avant, et puis bah, vous couplez ça à un BMS que vous avez posé le tour d'avant ou que sais-je, et vous êtes plutôt pas mal pour pouvoir tenir le fameux roi Piccolo. Je voudrais qu'on termine là-dessus, parce que là déjà ça fait un petit paquet de temps qu'on discute. Pour le 5K, alors pour information, Eddy Saint-Hilaire a posté sur le groupe français la liste des personnes qui y ont accès. Si je ne m'abuse, je crois qu'on a jusqu'au 4 mars, je sais plus, Oui. pour s'enregistrer. Pour le règlement, je sais plus exactement comment ça se passe, mais vous avez un lien que je posterai du coup dans la description de cette vidéo qui vous emmènera directement vers la page de l'événement. Voilà, encore une fois, c'est 40 euros, mais même s'il n'y a pas de top décroché, le jeu en vaut quand même la chandelle, rien que sur le fait de pouvoir tester son niveau et de se donner une idée de ce qu'on vaut au milieu de tous ces top players qui vont pouvoir y participer. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Tu me prends de court là. Globalement, pas grand chose à part que, on a dit, hein, le B01, l'extension nécessaire, je pense, dans l'évolution du jeu au bout de 2 ans. T'as un peu une extension de checkpoint. On est d'accord. Bah, on arrive en fait à un... On en détaillera ça plus allègrement sur nos futures vidéos, mais on arrive sur un jeu qui commence à prendre l'orientation du Yu-Gi-Oh! En termes de disponibilité de cartes, là où avant, voilà, si on avait loupé le coche sur l'extension, bah, c'était compliqué de pouvoir raccrocher les wagons. Juste Arte, par exemple, au début, Senzo et Quinto, c'est des communes, après, Dormante et Violent, c'est des SR, quoi. Ça, c'est du Yugi. Ouais, voilà, ils ont un peu opté pour ça, mais par contre, on arrive sur pour la toute première fois, une box qui vous propose pas que du support, mais qui vous dit, voilà, tu es un débutant, viens, je te prends par la main, tu mets tes 95 balles, et je vais te filer des playsets, de trucs que tu risques de jouer dans pas mal de tes decks. Et ce, quel que soit potentiellement ton niveau en plus. Donc pour le coup, là, je soulignerai l'initiative, et je trouve que Bandai a été beaucoup plus intelligent d'opter pour cette chose-là, plutôt que de nous faire de la draft box avec des cartes qui vont littéralement casser la méta, des Rebrian, des Goridro 2, et qui vont très rapidement devenir inaccessibles parce que 40 euros la carte et 160 euros le playset. Donc là, on ne devrait pas tomber sur ce genre de prix sur le marché de la seconde main, et c'est pas plus mal.
Ça fait plaisir. Tout à fait. Donc comme je le disais, on se retrouve alors quand on n'en sait rien, parce que pour peut-être vous donner un peu plus de relief sur le devenir de cette chaîne, c'est absolument pas une chaîne professionnelle. On a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous en termes de contenu régulier. Je pense à Carmaniac, je pense à TDD, je pense à Red Ribbon éventuellement sur leur stream. Je pense à Sébastien Brulon, je pense un peu à tous ces gens-là qui, eux, par contre, voilà, ont peut-être plus de temps à accorder. Nous, à la base, on est plus des joueurs que des entertainers. Après, c'est vrai que ce qu'on voulait, Ismaël et moi, et on fera très certainement intervenir d'autres personnes, hein, la chaîne, elle est vraiment partagée par tous les membres de notre communauté. Ils ont tous accès à cette chaîne. S'ils veulent poster des choses, je leur ai donné le feu vert. Mais voilà, nous, on a tendance à pas mal débattre sur Messenger ou même IRL, hein, quand on se voit, de conneries, hein, sur l'avenir de la méta. Et on s'est dit que ça allait pas forcément être une mauvaise chose que de partager ça. Alors, si ça mord pas, on s'en fout un peu, hein, parce qu'au pire, on aura discuté tous les deux. Et si ça permet à certaines personnes, voilà, d'apprendre des choses, d'avoir une meilleure profondeur sur nous l'analyse de la méta que l'on a, on aura correctement fait notre boulot. Je sais pas ce que t'en penses. Totalement d'accord. Ok. Pas ça, chiffre, s'il y a 5 personnes ou 2 personnes Ouais, ou sans compte. une demi-personne, genre un unijambiste, tu vois, moi ça me va, il n'y a pas de problème, je prends pour le coup. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, m'envoyer un MP, que ce soit sur la chaîne, que ce soit même sur mon Facebook perso, hein, Maxime Tepo, vous me voyez poster de manière assez régulière sur le groupe pour soit raconter des conneries ou clarifier des points de règle. Voilà, pareil pour Ismaël Roger, donc si vous avez des questions le concernant, n'hésitez pas à aller le faire chier, ça l'occupera. Voilà, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Pareil, bonne journée à tous. Bonne journée.